J'ai toujours cru en la force incroyable des femmes, et je suis sûre que si toutes les femmes pouvaient se rencontrer, alors elles prendraient conscience de la puissance qu'elles portent en elles et découvriraient le pouvoir immense qu'elles ont de faire bouger les lignes. Je vous propose donc de nous rencontrer ici, et je vous souhaite la bienvenue dans Ophélie et vous, le podcast qui met en lumière la parole des femmes, sans filtre et sans tabou. Je m'appelle Ophélie, je suis maman de 3 enfants et votre hôte. J'adore parler, mais surtout écouter et découvrir vos histoires. Dans cette première saison, nous parlerons de l'ambivalence qui nous traverse souvent quand on devient mère. Nous parlerons de toutes celles qui jonglent entre la maternité et leur carrière. Nous parlerons du ressenti profond de chacune d'entre elles, de réussite, de doutes, de regrets, de petits et grands moments qui font le quotidien des mères d'aujourd'hui. Je vous emmène à la rencontre de Nathalie, une femme qui a osé tout remettre en question au moment où tout semblait enfin en place. CDI en poche, carrière bien lancée, vie stable en apparence, mais une rencontre amoureuse, une grossesse et un rêve un peu trop longtemps mis de côté ont bouleversé la donne. Dans cet épisode, Nathalie nous raconte avec douceur et transparence sa reconversion professionnelle en pleine maternité. Les doutes, les remises en question, mais aussi les petites victoires et les grandes réussites. C'est l'histoire d'un saut dans le vide et d'un atterrissage tout en force et en douceur. Alors si vous avez déjà eu envie de changer de vie, de sortir du cadre, ou simplement d'écouter un témoignage sincère et inspirant, cet épisode est fait pour vous. Bonne écoute! Bonjour Nathalie, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter et à nous présenter aussi ta petite tribu? Bonjour, je m'appelle Nathalie Revol, je suis pâtissière végétale depuis maintenant 5 ans et j'ai un adorable petit garçon de 5 ans qui s'appelle Nao et mon chéri qui s'appelle Jordan. Du coup, on va dérouler cette petite conversation toutes les deux parce que j'aimerais comprendre quels ont été tes enjeux par rapport à toi, ta carrière professionnelle et aussi ta maternité à l'arrivée de ce petit Nao. On va parler de plein de choses du coup dans cet épisode et notamment de ta reconversion professionnelle parce que je sais que tu as fait une reconversion. On va parler de tous ces défis qui ont été, qui sont peut-être encore présents. Tu vas nous dire où est-ce que tu en es d'ailleurs par rapport à ce projet. Et ma première question, ça va plutôt remonter à ton enfance et j'aimerais savoir qu'est-ce que toi tu voulais faire comme métier quand tu étais petite? J'avais très envie d'être une maîtresse. J'avais ce rêve vraiment de pouvoir être maîtresse pour aussi pouvoir profiter de ma vie de famille et ayant une maman dans ce métier-là aussi, je trouvais ça génial de pouvoir avoir cet équilibre familial entre la maison et le travail. Du coup, tu avais déjà conscience que tu voulais un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle, même quand tu étais déjà petite? Oui, je pense que moi-même ayant grandi dans une famille avec un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, a fait que j'avais envie de reproduire aussi cette vie douce entre la parentalité et l'enfance. Du coup, par rapport aux enfants, tu savais aussi que tu voulais construire une famille, avoir des enfants? Oui, je pensais même avoir 2 enfants. C'était vraiment mon projet. Et à l'heure actuelle, il n'y a que Nao. Et c'est déjà un beau challenge. Du coup, tu nous as parlé un petit peu de ta maman qui était du coup enseignante. Est-ce que dans ta sphère familiale, de près ou de loin, je sais pas, tes grands-mères, tes tantes ou les personnes que tu as peut-être eu en modèle en étant jeune, c'était plutôt des femmes qui travaillaient, plutôt des femmes qui étaient au foyer, plutôt des femmes carriéristes? Qu'est-ce que tu avais comme modèle féminin autour de toi quand tu étais jeune? Dans l'ensemble, toutes les femmes qui m'ont entourée, donc mes grands-mères, mes tantes, ma maman, ont toutes été des femmes, et le sont encore, des femmes travailleuses, qui avaient réussi aussi à concilier la vie de famille et la vie professionnelle. Donc je pense qu'il y avait aussi cette influence forcément de toutes ces femmes autour de moi qui arrivaient à travailler et en même temps éduquer les enfants. Quel a été ton parcours d'étudiante, si tu en as eu un, et ton entrée dans la vie active? Alors, moi j'ai fait un parcours de plusieurs années où j'ai été jusqu'au master première année. Donc j'ai fait licence en communication, master en communication, management des entreprises. À la suite de ça, en fait, on m'a proposé tout de suite un poste au cours de ma première année de master. Donc j'ai pas poursuivi la deuxième année, ayant eu la chance qu'on me propose un CDI. Et effectivement, pour moi, c'était rassurant de pouvoir enchaîner tout de suite sur un travail stable. Donc j'ai eu l'opportunité de rentrer en entreprise et à partir de là, j'ai commencé à faire 2-3 années dans une société, puis dans un plus grand groupe.
Donc ça a été plus ou moins fluide, j'ai envie de dire. Je ne me suis pas trop questionnée sur comment allait se passer mon avenir à ce niveau-là. Pour moi, j'ai grandi dans le sens où il fallait avoir un métier stable, une situation stable, un appartement, une voiture. Et donc du coup, c'était l'opportunité pour moi, avec ces études et ce cadre vie qu'on me proposait avec ce CDI, d'atteindre ce rêve en fait qu'on imagine quand on est petite. Du coup, est arrivé dans ta vie ton amoureux, j'imagine. Est-ce que, est-ce qu'il y a eu des discussions par rapport à ça, par rapport à vos projets éventuellement d'avoir un enfant ou non, au bout de combien de temps? On veut tout savoir. En fait, projet famille, c'est pas venu tout de suite, parce que quand j'ai rencontré mon conjoint, son projet c'était de faire le tour du monde. Donc du coup, ça a été un grand chamboulement dans ma petite vie bien stable avec mon appart, mon CDI, ma voiture. Et lui, son projet, c'était de voyager. C'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Pas vraiment question de reporter la chose. Donc du coup, il n'a pas lâché l'affaire. Pendant un an, il m'a travaillé au corps. Et j'ai fini par effectivement accepter de le suivre au bout du monde. Ça a été un chamboulement énorme parce que annoncer ça à ses parents, on claque toute notre situation stable pour au final se retrouver avec un sac à dos à l'autre bout du monde. C'est quelque chose qui n'a pas forcément été bien pris sur le moment. Mais l'amour a fait que j'ai suivi mon chéri. Et ça a été une expérience incroyable et je regrette pas du tout d'avoir effectivement tout vendu, tout arrêté pour faire cette belle expérience. Du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce tour du monde que je découvre? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment est-ce que vous avez fait financièrement? Parce que tu nous dis que tu as quitté du coup ton CDI, que tu as vendu, je ne sais pas si tu avais déjà un appartement, une voiture. En tout cas, matériellement, c'était déjà un grand saut. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment vous avez financé ce tour du monde? Alors, du côté de mon chéri, lui, c'était déjà un projet qu'il avait en tête. Et malheureusement, ayant perdu son papa, du coup, il avait cette revanche sur la vie de faire ce tour du monde que voulait faire son père. Donc, lui, il avait déjà prévu du côté financier, en fait, ce voyage. Et moi, il m'a laissé un an pour justement pouvoir me faire un petit pécule en revendant ma voiture. Alors, j'avais pas d'appartement à revendre, mais j'avais une location. Il m'a dit, tu viens dormir à la maison, ça t'évitera déjà d'avoir trop de frais de ce côté-là. Et donc, en fait, j'ai mis un maximum de côté sur un an et ça nous a permis de partir déjà avec, en toute honnêteté, moi j'avais 10 000 euros de côté. L'objectif était aussi de travailler pendant ce tour du monde, parce qu'on est quand même parti 2 ans et 4 mois. Donc, on a fait des petits jobs à droite à gauche et c'était vraiment en mode route, avec sac à dos, chacun, avec vraiment les auberges de jeunesse les plus cheap qui existent. Il y avait les voyages les plus longs qui existent pour payer le moins cher possible. Et au fur et à mesure, en fait, on a pu, petit à petit, en gérant bien notre budget, aller jusqu'au bout de ce projet aussi. Sacré challenge, hein. C'est déjà finalement... C'est le premier gros challenge, ouais. C'est un vrai projet entrepreneurial, hein, finalement, un tour du monde, même quand on est jeune, hein, parce qu'il faut gérer un budget, il faut commencer petit pour peut-être derrière arriver un peu mieux, ou rebrousser chemin si finalement on se voit qu'on s'est trompé et qu'on a tout dépensé. Donc finalement, c'était déjà votre petit projet entrepreneurial à vous deux. Du coup, quand est-ce que vous est arrivée cette envie d'avoir un enfant? Comment est-ce que ça s'est concrétisé? Raconte-nous. Une fois qu'on est rentré en France, chacun on a repris un boulot et une stabilité financière. Et rapidement est né le projet de construire une famille. C'est quelque chose qu'on avait envie tous les deux. Donc, il y a eu pas mal de choses qui se sont déroulées sur cette année-là, étant donné que moi, je travaillais, mais l'enfant ne venant pas, malheureusement, la nature a un peu tardé à ce niveau-là. Et du coup, j'avais aussi ce projet rapidement qui m'est venu de, en fait, quitter mon emploi pour partir sur l'idée d'un food truck. Donc du coup, j'ai, avec le soutien de mon mari, enfin de mon homme, qui m'a vraiment incité aussi à partir dans cette voie-là, j'ai déposé ma rupture conventionnelle, j'ai acheté un food truck et je suis tombée enceinte à ce moment-là. Tout s'est passé en même temps. Donc ça a été le deuxième gros challenge, je pense, de la vie, mener de front et la maternité et ce projet de food truck. J'ai eu la chance du coup de vivre une belle grossesse parce que je suis allée à mon rythme par rapport à ce projet de food truck.
que j'ai un peu mis entre parenthèses du coup. J'avais acheté la caravane, mais j'ai quand même mis de côté quelques temps en me disant je vais aussi passer quand même mon CAP pâtissier, parce que j'étais passionnée de pâtisserie. Et que dans tous les cas, pour ouvrir un projet dans l'alimentaire, il faut avoir de toute façon un minimum de formation ou d'école, ou plus de 3 ans dans un restaurant. N'ayant pas toutes ces formations, ces diplômes en main, j'ai profité de ma grossesse, d'être au calme pour passer mon CAP en candidat libre. Alors pas évident quand c'est de la pâtisserie, mais ça a été un beau challenge de aussi en fait, me prouver à moi-même que je pouvais tout à fait réaliser une formation sans être à l'école sur un banc. Et ça m'a permis de vivre pleinement ma grossesse et ça a été vraiment une année incroyable, mais est arrivé le Covid. Ah oui, du coup, année Covid, effectivement, parce que Nao est né en 2020, c'est ça? Effectivement, il y a eu une année Covid, mais tu avais quand même déjà ce projet entrepreneurial qui te trottait dans la tête, alors qui a été finalement remis sur la pâtisserie, mais finalement, tu avais ce projet de food truck. Est-ce que c'est... Finalement, le grand saut a été fait avant Nao. Le grand saut de passer de ta vie de salarié à la vie d'entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à le faire? Quelle était ta motivation à ce moment-là de passer à un profil d'entrepreneur, alors que tu nous l'as dit au début, tu avais quand même une vie qui te rassurait avec ce CDI, donc tu avais fait le grand saut pour suivre ton chéri sur ce tour du monde, mais finalement tu avais aussi ce besoin de stabilité. Qu'est-ce qui t'a poussé? Pourquoi tu as eu cette envie? Qu'est-ce qui t'a fait sauter le grand pas une deuxième fois? Déjà le fait de rentrer de voyage où tu passes en fait ton temps dehors en pleine nature à rencontrer beaucoup de monde et de rentrer en France et de se retrouver entre quatre murs derrière des écrans, ça a été un gros choc quand même. Au début, on le vit plutôt bien parce qu'on a une certaine stabilité et puis en fait, je me suis rapidement rendu compte que j'étais plus faite pour être assise derrière un bureau. Et puis d'une chose à une autre, en discutant avec mon conjoint, je sais pas, c'est venu très naturellement en fait sur l'envie d'entreprendre quelque chose. Et mon conjoint m'a tout de suite soutenue dans cette envie-là. Je pense que je sentais aussi au fond de moi que j'étais pas faite pour avoir un patron. C'était quelque chose qui était dur pour moi. J'ai du mal à suivre les règles. L'ordre du jour est ainsi. Ah non, moi j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Donc tout ça m'a fait prendre conscience qu'en fait j'étais clairement pas à ma place dans une société. Et j'ai eu vraiment cette envie d'indépendance et de me prouver à moi-même de réussir, que je pouvais réussir en fait à monter une société. L'envie est vraiment venue en fait, ça je sais pas, ça s'est fait naturellement petit à petit. J'ai pris conscience que j'étais pas vraiment à ma place là où j'étais à ce moment-là et que j'avais envie de me prouver beaucoup de choses. Super intéressant, merci. L'autre chose que je voulais te demander, c'est du coup quand ce petit Nao est arrivé, parce qu'il est arrivé, je sais pas si tu avais déjà passé ton CAP ou si tu allais le passer, mais du coup... Ah bah voilà, très bien, tu vas nous raconter tout ça. En tout cas, savoir comment est-ce que l'arrivée de Nao, en quoi ça a chamboulé en fait ce quotidien et surtout comment est-ce que tu as vécu de devenir maman, parce que je ressens en toi quand même cette envie de liberté qui donne quand même l'entrepreneuriat. Donc finalement, c'est pas qu'on n'a pas de patron parce que nos clients deviennent souvent nos patrons finalement, mais on a quand même un sentiment de liberté dans l'entrepreneuriat et dans ce que tu as découvert dans ce tour du monde. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et on sait tous que quand on devient maman, c'est quand même une liberté qu'on nous enlève. Mais comment est-ce que toi, tu as ressenti cette maternité? Qu'est-ce qui t'est venu Est-ce que tu as eu des peurs, des craintes, ou est-ce qu'au contraire, tout a été fluide et a été une belle découverte pour toi? Je dirais que je me suis pas autant posé de questions en fait. Je pense que je suis plutôt de nature à me laisser porter par ce qui se passe. Et pourtant, je suis quelqu'un qui peut être stressé, mais je sais pas, Nao est arrivé dans mon ventre et tout s'est passé petit à petit sans vraiment anticiper. J'ai passé du coup mon examen. Nao avait, si je dis pas de bêtises, 4 mois parce que ça avait été reporté avec le Covid. Donc je révisais et en même temps j'avais Nao dans le couffin à côté. Mais ça s'est vraiment bien passé à ce niveau-là. Et en fait, je me suis pas tellement posé de questions. La seule chose, je pense que petit à petit, je me suis rendu compte que ça allait être un sacré travail et challenge de gérer et en même temps la vie de maman, que je découvrais tout juste et qui est un chamboulement énorme,
Et en même temps, cette envie folle d'avancer sur mon projet pro et de faire quelque chose au niveau carrière, avec ce projet de food truck que j'avais à ce moment-là, où je me suis rendu compte qu'en fait, avec un enfant, un projet food truck, c'était quand même d'une belle envergure. Et que physiquement, je me sentais pas en fait de manipuler un food truck, avec la fatigue effectivement de la maternité aussi. Et petit à petit, en fait, donc j'ai eu une autre opportunité de créer une société avec une associée qui elle aussi venait d'accoucher. Donc on était sur les mêmes, on va dire les mêmes découvertes, mais aussi les mêmes galères de vie de jeune maman qui veulent entreprendre. Et du coup, j'ai eu la chance la première année d'être aux côtés de Nao. J'ai fait le choix de l'avoir à mes côtés quasiment jusqu'à ses 9 mois. Et en même temps, je menais en parallèle en fait ce nouveau projet de société avec mon associé. Mais j'avais trouvé un équilibre avec Nao, avec mon chéri. Et quelque part, pour nous, le Covid a été quand même, on va dire, entre guillemets, positif, dans le sens où Jordan était du coup à la maison avec nous. Beaucoup de télétravail aussi. Donc j'ai eu la chance en fait d'être soutenue énormément dans le quotidien et la gestion de Nao à sa première année. Donc en fait, les choses se sont fait petit à petit assez naturellement à ce niveau-là. Finalement, on voit que le Covid a quand même été aussi une bulle pour plusieurs personnes. Je trouve que, moi personnellement, ça a été mon cas aussi. Je sais que malheureusement, tout le monde n'a pas vécu comme ça, mais il a aussi permis, comme quoi, à certaines personnes de rebondir et d'avoir un peu une bouffée d'air dans le quotidien. Du coup, ça m'intéresse de savoir cette reprise de travail. Donc, du coup, tu nous as dit qu'elle était quand même plutôt fluide par rapport au fait que c'était en plein Covid et que le papa de Nao était avec vous et que du coup, tu as pu délester le quotidien un petit peu sur lui. Et quand Nao est parti en collectivité, bon, pour raconter, nos enfants étaient à la crèche ensemble. Donc, je sais qu'il a été aux collectivités un jour. En tout cas, quand il a repris la collectivité, comment est-ce que concrètement tu t'es organisé et comment cette reprise au travail franche, elle a été faite? Est-ce que pour toi, ça a été vraiment petit à petit le fait que vous ayez été à la maison et puis qu'un jour, tu as quand même fait garder Nao? Est-ce que ça a été un choix de dire, bon, maintenant, il faut qu'on le fasse garder parce que j'ai besoin d'être de plus en plus libre? Est-ce que non, c'est des choses qui ont été faites petit à petit et que c'était plus pour lui que pour toi que tu le faisais? En tout cas, j'aimerais savoir, toi, en tant que femme, comment tu t'es organisée et comment est-ce que tu as géré cette charge mentale d'être mère et de se dire, non, j'ai aussi envie d'être travaillée et d'être un peu plus libre. Alors, ça a été une décision tous les deux, pour mon conjoint et moi, de le mettre en collectivité. Pour moi, il devenait quand même important de reprendre le chemin du travail. Vraiment, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais vraiment ce projet, en fait, l'envie de développer ce nouveau projet avec mon associé. Donc ça n'a pas été un déchirement, au contraire, quand Nao a commencé, alors il est passé d'abord quelques mois par une nounou, et ensuite il a été à la crèche, et tout s'est fait assez bien, et pour moi ça a été un soulagement de le savoir aussi dans un bon environnement, bien entouré aussi, et puis en fait de pouvoir découvrir la vie en collectivité, et moi de pouvoir en fait ça y est, partir au travail et de profiter pleinement de mon travail, de ma journée, de mon nouveau projet, sans me soucier si Nao, en fait, ça se passait bien ou pas. Je pense que là, j'étais en train vraiment de switcher entre le côté très maman, très maternel de la première année et petit à petit, ce besoin, en fait, de repenser à moi et de me recentrer sur moi. Et c'est plutôt là, en fait, petit à petit, que les difficultés ont commencé à se faire ressentir. Parce que du coup, la vie de famille, petit à petit, elle a été en fait chamboulée, puisque le projet a pris de la place, a pris de l'ampleur, que ça m'a demandé beaucoup plus d'investissement que peut-être ce que mon conjoint aurait pensé. Et du coup, la vie de famille a été quand même très perturbée, parce que moi, j'étais très tiraillée entre mon rôle de maman, où j'avais envie de profiter de mon fils, mais j'avais le stress qui me montait avec la nouvelle société, où je courais après le temps, après chaque minute où je devais rejoindre ma famille, mais d'un autre côté, il fallait vraiment que je travaille pour faire croître cette société avec mon associé. Et en fait, c'est plutôt les deuxième et troisième années de vie de Nao qui ont été vraiment difficiles en tant que femme, où j'ai vraiment ressenti qu'en fait, je me perdais à tout niveau, c'est-à-dire que des fois, je savais plus où était ma place, en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse. Ça a été vraiment des années qui ont été quand même très difficiles. La vie de couple, malheureusement, aussi, elle en pâtit beaucoup. Déjà, je pense qu'en tant que jeune parent, dans tous les cas, on ne s'attend pas à ce chamboulement qui est vraiment incroyable et qu'on ne nous dit pas, qu'on ne nous prévient pas du tout.
Et j'ai pas... je peux pas dire en fait que j'ai profité pleinement de la 2e année, 3e année de vie de Nao, parce que j'étais trop en fait après dans un stress permanent, vraiment permanent. Et c'était très difficile, et je pense que Nao le ressentait énormément, parce que plus il a grandi et plus il s'est mis à faire des crises de larmes quand on le déposait à la crèche, et ça c'était vraiment difficile. Et je pense que lui-même épongeait aussi mon stress. Et ça a été vraiment un déchirement. Bon nombre de fois où je le déposais à la crèche, je finissais en pleurant dans la voiture, en essayant de reprendre mes esprits et reprendre la route pour aller à la société. Ça, c'était vraiment dur. Et d'arriver à la société et de dire là, maintenant, il faut que je coupe avec mon rôle de maman et que j'enchaîne sur ma journée pro. Et d'un autre côté, il y a eu des périodes, c'est très dur à dire, et je pense que c'est quelque chose qui peut être beaucoup tabou. Mais honnêtement, des fois, j'appréhendais d'arriver le vendredi soir et de me dire là, je me retrouve en week-end en famille, parce que là, pour le coup, c'était plus dur pour moi à gérer la vie de famille, au final, que ma société toute la journée, du lundi au vendredi, parce qu'on n'ouvrait pas le week-end, pour justement être en famille. C'était un choix de la part de mon associé et moi. Et en fait, j'appréhendais beaucoup les week-ends parce que il y avait un déséquilibre familial qui était en train de se créer. Et moi, en même temps, j'avais cette envie, cette rage de développer cette société. Et du coup, j'étais très partagée. Au quotidien, c'était vraiment j'ai envie de travailler, mais en même temps, j'ai envie de profiter de mon enfant et de mon mari. Et en même temps, je voudrais du temps pour moi, peut-être pour faire du sport aussi et évacuer tout mon stress. Et puis du temps, en fait, pour être aussi la conjointe de mon homme. Et ça a été un sacré défi pendant 2 ans. Le plus gros défi de l'entrepreneuriat. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, en tout cas ce que tu viens de nous partager, et merci pour cette franchise, parce que je trouve que c'est dit avec beaucoup de franchise. Du coup, me viennent des questions sur lesquelles je rebondis. Je crois que cette culpabilité, on la ressent toutes en tant que femme, qu'on soit salariée, entrepreneuse ou au foyer, quand nos enfants sont mis en collectivité, cette période où on les pose et qu'ils pleurent et qu'on a l'impression qu'on les emmène au bagne alors qu'ils vont juste à la crèche. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer et qu'on a une énorme culpabilité qui se met en nous. Est-ce que tu crois que les hommes ont la même culpabilité que nous ? Est-ce que tu penses qu'il y a un déséquilibre entre cette culpabilité qu'on peut ressentir en tant que femme par rapport aux hommes ? Est-ce que tu penses qu'ils ont autant de difficultés que nous à privilégier le travail plutôt que leur enfant et à passer au-dessus d'une crise de larmes d'un enfant qui pose à la crèche ? J'ai pas envie de dire que c'est une généralité, parce que j'ai un conjoint qui est très sensible, donc très attentionné par rapport justement au bien-être de notre enfant et de sa femme. Mais je pense effectivement que les hommes se posent beaucoup moins de questions, et la culpabilité pour moi est très différente chez l'homme. Alors peut-être qu'ils l'évoquent moins ou qu'ils ont moins le courage, entre guillemets, de le dire, parce qu'on demande aux hommes d'être le père de famille qui en fait est là pour vraiment avoir ce rôle de paternel sur qui on peut compter. Et nos rôles sont très différents avec les hommes, et je pense effectivement qu'ils se posent moins de questions. Ok, l'enfant il va pleurer, mais bon, il va pleurer 5 minutes et puis ça ira mieux après, c'est pas grave. Et ils enchaînent leur journée, voilà, pas comme si de rien n'était, évidemment que ça doit les toucher. Mais je pense qu'ils n'ont pas ce... Je pense pas que mon conjoint ait atterri dans la voiture en larmes en se disant pourquoi je laisse mon enfant à la crèche alors qu'il est pas bien, quoi. Donc je pense qu'effectivement pour les mamans c'est beaucoup plus culpabilisant, et puis parce qu'en fait on a grandi aussi avec cette image de femmes qui doivent être là pour éduquer leurs enfants, qui doivent être là pour mener à bien aussi la vie de famille, la vie à la maison. Et c'est pas évident dans notre génération de justement casser en fait ce schéma familial où les femmes finalement on a le droit aussi de travailler, on a le droit aussi de prendre du temps pour nous, de pas forcément être que maman et que la femme de monsieur. Mais c'est vraiment un long sujet sur lequel on pourrait longuement débattre. En tout cas, pour ma part, je pense que mon conjoint, j'espère que je ne dirai pas de bêtises quand il va l'écouter, mais j'ai l'impression quand même qu'il y avait moins de culpabilité. Mais par contre, ce qui a été dur pour ma part, pour parler en toute honnêteté, c'est que j'avais la sensation qu'il me faisait culpabiliser du fait de passer plus de temps au travail, peut-être que si j'avais un CDI, une situation où quand tu rentres à la maison, t'as pas besoin de penser à ton travail. Moi, je rentrais à la maison, je timais la soirée. Une fois que Nao était couché, je voulais me remettre sur l'ordinateur.
Chose que, évidemment, du coup, lui ne voyait pas d'un bon œil parce que, une fois que tu es à la maison, tu as envie de profiter en famille, tu as envie de prendre du bon temps. Et que moi, j'étais en permanence, en fait, en train de cogiter sur la société, plus que parfois sur mon rôle de femme ou de maman. Effectivement, je pense qu'il y a encore une petite barrière de ce côté-là et je trouve que tu l'expliques très bien. Je crois aussi que tu as juste en fait, une vie d'entrepreneur comme plein d'entrepreneurs, mais que c'est peut-être un peu plus démocratisé chez les hommes que chez les femmes. Mais en tout cas, on ressent bien cette ambivalence que tu as eue, parce que c'est de ça dont vraiment j'ai envie de parler aussi. Ce tiraillement que tu as pu avoir entre cette vie de femme, cette vie de mère, cette vie d'entrepreneuse. Pour aller un petit peu plus loin, du coup, quelle solution tu as trouvé, quelle clé tu pourrais nous partager que tu as trouvé aujourd'hui pour trouver un équilibre, si tu l'as trouvé. Peut-être que tu es toujours en recherche. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tu es un peu plus épanouie de ce côté-là. Quelle clé tu as pu mettre en place? Qu'est-ce que tu as pu faire pour trouver un bon équilibre entre tout ça? Alors effectivement, ça a été quelque chose qu'on n'avait pas imaginé auparavant avec mon chéri, mais de lui-même, c'est venu aussi d'instaurer en fait tout simplement un planning où chacun avait son temps aussi et son temps avec l'enfant, donc c'est-à-dire qu'on se relayait, un qui faisait le matin, un qui faisait le soir pour l'emmener ou aller le chercher, ce qui permettait à l'autre d'avoir du temps pour faire ce qu'il voulait, du sport ou aller au travail plus tôt ou rentrer plus tard. Et ça nous a déjà permis en fait d'enlever une charge mentale où qui fait quoi et quand. Et moi-même, j'ai pris aussi la décision à un moment donné où je me laissais trop envahir par le travail, de dire à mon associé, voilà, moi à partir de telle heure, le soir, je coupe. Je privilégie maintenant ma vie de famille. La société, elle commence petit à petit à rouler. En tout cas, on commence à avoir une stabilité dans le travail. Et les week-ends, ok pour travailler quand il y a vraiment un réel besoin, une urgence pour la semaine d'après, mais les week-ends sont consacrés à la vie de famille, étant donné qu'on avait fait le choix de ne pas ouvrir justement notre boutique le week-end pour profiter en famille. Et ce qui nous a permis avec mon chéri, du coup, déjà d'avoir un bon rythme sur la semaine où, voilà, on avait chacun du temps à me donner selon le planning. Et les week-ends étaient consacrés à la vie de famille du mieux qu'on pouvait, parce qu'effectivement, il y a toujours des aléas et parfois des obligations par rapport au travail, surtout qu'on avait un côté traiteur, donc il y avait des week-ends où effectivement j'étais obligée de travailler. Mais on essayait d'anticiper au mieux. C'était vraiment ce qui nous a beaucoup aidé, c'était anticiper et faire un planning. Très clair. En tout cas, oui, l'anticipation, le planning, je crois qu'on est tous... c'est la course quand on a des enfants, la course au planning, la course à la prévision, la course au temps, en fait. Hein. J'aimerais du coup revenir aussi un peu sur ton projet professionnel, qu'on en sache un petit peu plus. Est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup ce que tu fais aujourd'hui? Il me semble que du coup tu as commencé avec cet associé, mais que le projet a un petit peu évolué. Est-ce que tu pourrais du coup m'en parler un peu plus précisément? Alors du coup au départ c'était effectivement une petite boutique avec une associée, pardon. On a fait le choix d'ouvrir toutes les deux une petite boutique à Antibes où on faisait en fait que de la pâtisserie et cuisine végétale. Donc c'était même petit à petit 100% même vegan. On était certifié bio et donc pendant 2 ans et demi, on a eu cette société. On a fait différentes activités. On est passé de la petite restauration aussi à que du traiteur. Les aléas de la société et de la vie ont fait qu'on a finalement fini par fermer. Et moi, j'ai quand même eu l'envie et vraiment la volonté de poursuivre dans la pâtisserie végétale. C'était vraiment quelque chose dans lequel je m'épanouissais pleinement. Pas toujours évident de se sentir légitime dans ce métier-là, étant donné que j'avais pas fait de formation à part mon CAP pâtissier. Mais j'ai eu l'opportunité en fait de pouvoir créer un petit labo directement à mon domicile. J'ai eu la chance d'avoir un chéri aussi qui m'a énormément soutenue dans ce projet et qui a vraiment été moteur aussi dans mon choix de poursuivre dans ce métier-là. Et donc aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis pâtissière végétale à plein temps. Et j'ai le bonheur de pouvoir travailler de mon domicile et donc la chance aujourd'hui d'avoir un équilibre aussi plus facile, plus harmonieux entre ma vie de famille et mon travail. Donc en fait, je propose sur commande un catalogue de gâteaux qui évolue au fil des saisons puisque je travaille donc avec que des fruits de saison. Je travaille 100% végétal, donc pas de produits d'origine animale,
avec beaucoup de propositions aussi en sans gluten et sans sucre raffiné. Je suis vraiment sur une pâtisserie végétale et aussi saine. C'est quelque chose qui m'est venu parce que j'ai toujours été très gourmande. J'adorais, j'étais vraiment fan d'aller dans les boulangeries et de voir ces beaux gâteaux qui brillaient et qui me donnaient très envie. Sauf qu'au fil des années, je me suis rendu compte qu'une petite pâtisserie me faisait rapidement prendre du poids aussi. Donc c'était pas toujours évident de se dire ok, je me fais plaisir, mais derrière l'impact sur ma santé, je le vois bien. J'ai aussi malheureusement dans la famille des diabétiques, une personne cœliaque, donc du coup interdiction de manger gluten et lactose. Et tout ça a fait que j'ai eu envie en fait de trouver des alternatives aux recettes de pâtisserie pour leur proposer justement quand on était en repas de famille de pouvoir aussi se délecter devant une bonne pâtisserie sans allergènes selon leurs besoins ou sans sucre raffiné, etc. Et pouvoir me faire plaisir en fait sans culpabilité. Et du coup, cette envie, petit à petit, a fait que j'ai créé des recettes 100% végétales et sans sucre raffiné. Et ce que j'adore, c'est ce côté, justement, recherche de nouvelles recettes et d'alternatives avec des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, des farines anciennes aussi, des sucres complets et que des bons ingrédients pour la santé. Avant, je ne sais pas si on en a parlé, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant cette reconversion? Alors, je crois que tu travaillais dans la communication. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que tu faisais, dans quelle société, si tu peux le dire? Alors auparavant, j'étais effectivement chargée de communication et marketing. Donc j'ai travaillé dans 2 sociétés, une qui était dans tout ce qui était menuiserie aluminium, c'était du B2B. Donc j'étais dans une petite équipe de 5 personnes. Et ensuite, quand je suis revenue de mon tour du monde, j'ai travaillé pour mon frère dans une société de construction, rénovation. Donc pareil, un métier assez masculin, où j'étais sur les chantiers à faire des reportages et à développer la partie communication de la société. Donc un métier qui n'a rien à voir, hormis le côté communication qui me permet aujourd'hui effectivement de m'aider dans le développement de ma société. J'ai quand même les quelques bases, même si le métier a bien évolué, bien changé. Mais c'était un métier très masculin et aujourd'hui je suis dans un métier je trouve beaucoup plus féminin et j'adore en fait ce côté artisanal que j'avais pas forcément évidemment dans mon bureau. C'est rigolo que tu dises que c'est un métier beaucoup plus féminin, parce qu'en soi, les chefs pâtissiers, pour moi, c'est beaucoup des hommes. Mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où ce côté végétal, vegan, prendre soin de soi, ce côté très esthétique, parce que je vous partagerai la page après de Nathalie, mais ces gâteaux sont aussi beaux que bons. Vraiment, ils sont magnifiques. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est rigolo parce que pour moi, la pâtisserie, la cuisine, ce sont encore des métiers très masculins. Mais toi, il y a cette touche féminine. Je comprends ce que tu veux dire, là-dedans. En tout cas, et tu l'expliques très bien que tu es passé d'un métier où tu travaillais en équipe à un métier où tu as été plutôt seul. Hein. L'entrepreneur, on sait qu'il est très seul. Tu as eu une associée au début, maintenant, du coup, vous êtes séparés. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu gères cette solitude? Alors effectivement, au début, j'étais très enjouée de me retrouver en fait toute seule dans le sens où je me suis dit mais génial, en fait je vais pouvoir faire prendre mes propres décisions, établir ma propre stratégie, faire ce que j'ai envie quand j'ai envie sans avoir forcément à dire pourquoi je le fais maintenant, etc. Donc au début ça a été vraiment super, tout beau, tout rose, j'ai adoré ce côté-là. Et au final, je me suis rendu compte que plus les semaines passaient et plus le temps toute seule dans mon laboratoire a commencé petit à petit à me peser. Chose qui n'était pas évident à reconnaître même auprès de ma famille, puisque du coup, je leur ai tellement dit que je souhaitais être en solo et toute seule pour développer cette société. Je me suis dit, oups, en fait, être seule, c'est vraiment difficile. Parce que du coup, en fait, on n'a personne à qui partager ses galères, parce que l'entrepreneuriat, disons-le, c'est vraiment... les ascenseurs émotionnels, sur une journée, on peut passer par toutes les émotions possibles. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais personne à qui le partager, sauf évidemment le soir avec mon conjoint, mais j'avais pas non plus aussi envie de trop l'envahir avec mes questions, mes angoisses ou tout ce que je pouvais avoir comme doute auprès de mes choix. Donc au final, c'est pas si évident que ça d'être entrepreneur solo. Même si aujourd'hui j'ai la chance petit à petit en fait de mieux le vivre, mais parce que j'ai fait le choix aussi d'être accompagnée avec une coach en fait qui m'aide sur le développement de la structure
et surtout sur en fait, le mindset, parce que c'est vraiment quelque chose quand on est entrepreneur, en fait, autant il y en a, ils l'ont dans la peau, c'est quelque chose qu'ils ont naturellement, je pense que tu peux largement le dire. Autant, pour ma part, étant seul entrepreneur dans ma famille, mon frère l'est, mais à une autre échelle, j'avais personne à ce moment-là avec qui le partager. Et de prendre une coach, en fait, ça m'a vraiment permis petit à petit de me rendre compte que c'était tout à fait normal, en fait, de passer par tous ces états émotionnels et aussi de me stabiliser et de faire les bons choix dans ma structure. Qu'est-ce qui te rend le plus fier maintenant, quand tu regardes un peu en arrière là? Waouh, quelle question. Qu'est-ce qui me rend plus fière? C'est pas évident encore à dire. Mais c'est vrai qu'avec du coup tout ce qu'on partage depuis tout à l'heure, ça fait vraiment prendre conscience en fait du parcours que j'ai fait. Il y a eu beaucoup de choses. C'est vrai qu'en 5 ans, il s'est passé énormément d'étapes. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire quand même que je suis fière de la femme que je suis aujourd'hui parce que j'ai enfin trouvé quand même ma stabilité familiale et professionnelle. Ça a mis du temps, ça a été vraiment très difficile, même avec mon conjoint. On est passé par des phases plutôt délicates. Et aujourd'hui, en fait, je suis fière qu'on ait réussi à surmonter toutes ces épreuves que j'ai forcément imposées. Hein, c'est un mot un peu fort, mais j'ai imposé à ma famille mon choix de carrière. Et aujourd'hui, mon chéri est toujours à mes côtés. J'ai un petit garçon qui est pleinement épanoui. Et ça, j'ai envie de dire que c'est ma plus belle fierté. C'est vraiment ce bonheur familial qu'on a réussi à établir malgré toutes les difficultés de ces 5 dernières années. Est-ce qu'au contraire, tu as des regrets, des choses que tu aurais aimé faire différemment pour que, des fois, on aime bien savoir un peu quelles ont été les problématiques de certaines pour pas tomber dedans. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais nous partager, des regrets que tu as eus, des choses que tu aurais aimé peut-être faire différemment avec le recul? Oui, franchement, aujourd'hui, j'ose le dire, c'est que si je devais repartir en arrière, je referais pas et un enfant et un lancement de société en même temps, clairement. C'est trop dur. C'est vraiment trop dur, déjà, ne serait-ce que de devenir maman, sans parler de la vie d'une carrière. Hein. C'est vraiment un chamboulement tel auquel on ne s'attend pas du tout. Que construire une société, une carrière, et en même temps faire une naissance, en fait, c'est 2 naissances en même temps, et du coup, c'est trop. Franchement, pour moi, ça a été beaucoup trop. Je regrette d'avoir, du coup, imposé ça aussi auprès de mon fils et auprès de mon conjoint, pour qui je sais que ça a été quand même très difficile. Et puis, comme on dit, les enfants sont éponges, hein, donc j'ai bien vu dans certains états de mon fils qu'il me faisait refléter, en fait, mon état de stress aussi à moi. Ça, je regrette de leur avoir imposé. Donc, moi, je donnerais un conseil, c'est ne pas faire les deux en même temps, clairement. Prenez le temps d'être maman et ensuite, petit à petit, quand l'enfant est grandi, on peut devenir entrepreneuse avec un peu plus peut-être de sérénité, on va dire. Je rebondis sur cette question parce qu'en fait, tu n'as pas eu de congé maternité dans ce que tu me dis. Puisque tu as eu du coup t'as tout de suite fait ton CAP pâtisserie en même temps que tu as eu NAO. Sortie du Covid, du coup, tu es retournée travailler tout de suite. Donc finalement, bravo, parce que tu as vraiment mené les deux de front. Hein. C'est déjà une sacrée aventure d'avoir un enfant, alors en plus de créer une société en même temps. Est-ce que pour toi, cette reconversion professionnelle, elle est réussie ? Est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais ? Est-ce que tu reviendras en arrière ? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ? Est-ce que des fois tu rêves encore d'être une salariée rangée ou est-ce que tu es pleinement épanouie dans cet entrepreneuriat ? Aujourd'hui, je suis pleinement épanouie, mais voilà, il y a un gros travail qui s'est fait au niveau état d'esprit, acceptation et lâcher prise. Mais effectivement, depuis que je suis en solo entrepreneur, bien sûr que j'ai eu des phases où je me suis dit mais pourquoi je reprends pas un poste tout simplement dans une société où je ferais mes horaires tranquillement sans avoir le stress le soir et le week-end en fait comment vont finir les fins de mois, comment va évoluer la société. Oui, clairement plein de fois je me suis dit mais Nat, t'es bête, tu te compliques la vie alors que tu pourrais tellement faire plus simple.
Mais je sais pas, c'est plus fort que moi, j'y arrive pas à faire simple. Je crois qu'au fond de moi, même si c'est dur, j'aime bien les défis. Peut-être mon conjoint dirait pas la même chose, clairement. Mais en tout cas, oui, je reviendrai pas en arrière aujourd'hui et vraiment je veux tout faire pour arriver à bout de ce projet et me donner toutes les chances vraiment de dire oui, je l'ai fait. Alors peut-être que malheureusement ça fonctionnera pas, j'en sais rien. Mais en tout cas aujourd'hui, j'ai la rage d'y arriver et je vais tout faire pour. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une maman qui a envie de faire une reconversion et qui hésite à se lancer dans cette aventure? Je dirais aujourd'hui que c'est important de pas être toute seule quand on se lance dans cette aventure, mais que tout est possible et que la femme, elle a des super pouvoirs, insoupçonnés des fois, on penserait pas, mais qu'on a toute la capacité en fait de mener de front une vie de famille et une vie professionnelle, qu'aujourd'hui c'est accessible à toutes. Moi, j'encourage en tout cas les mamans à le faire, parce que même si on passe par des états émotionnels pas toujours évidents, euh, en étant accompagnée, moi j'ai fait ce choix-là aussi depuis plusieurs mois maintenant, d'être accompagnée dans le développement de ma structure. Donc j'ai une coach qui m'aide sur la structure et le mindset. Et donc du coup, grâce à ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est une force incroyable qu'on développe et on se sent aussi moins seul. Mais en tout cas, c'est accessible à toutes. Enfin, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose en fait sur lequel on peut se poser des questions et dire oui, mais je pense que tout est possible. Après, bien sûr qu'il y a toujours des enjeux familiales et qu'il faut beaucoup en discuter avec son conjoint. Je pense que c'est vraiment très très important aussi au niveau de la communication, de partager avec la personne avec qui on vit, de dire voilà, moi j'ai envie de faire ça, mes besoins c'est ça. Est-ce que toi t'es prêt aussi à suivre dans ce sens-là? Parce que par contre, si le conjoint ne suit pas, là pour le coup, ça peut être vraiment compliqué. Moi j'ai eu la chance que même si on a eu des passages très très difficiles, on s'est quand même séparés 6 mois l'année dernière, malgré tout il a toujours été derrière moi dans ce projet-là et honnêtement, sans lui je ne serais pas là aujourd'hui. Donc en étant maman, on peut se lancer en entrepreneuriat, mais l'essentiel, je pense que c'est d'être bien entouré et de ne pas avoir peur de demander de l'aide et d'être accompagné. Tu parles de l'entourage. J'ai une petite question par rapport à ça qui me vient, parce que du coup, il y a que ton frère dans ton entourage qui est entrepreneur. Tu avais quand même une carrière plutôt assez tracée et un boulot qui était plutôt bien rangé. Comment est-ce que ton entourage, tes amis, ta famille ont perçu toi ta reconversion? Est-ce que c'était difficile pour toi le regard des autres ou est-ce qu'ils t'ont soutenu? Comment est-ce que ça s'est passé à ce niveau-là? Je pense qu'il n'y a que mes parents qui ont eu la crainte, effectivement, de se lancer dans ce métier-là. Sachant qu'en plus, le métier de tout ce qui est autour de la restauration alimentaire, c'est des métiers quand même qui sont particuliers, surtout pour conjuguer avec la vie de famille. Donc mes parents ont été assez frileux. Mais par contre, j'ai eu la chance, comme je disais, que mon conjoint, mes amis, le reste de ma famille, et même par la suite mes parents évidemment, m'ont tous soutenue et sont toujours derrière moi. Et même en cas de coup de blues, etc., je sais que je peux les appeler. Et ils auront toujours les bons mots pour me rassurer et pour m'aider à traverser ces émotions. Donc l'idée de l'entrepreneuriat, franchement, dans l'ensemble, a été quand même bien perçue, bien acceptée. C'est important quand on est soutenu, je trouve qu'on n'a pas les choses... Le défi n'est pas le même quand on se sent soutenu. Si Nao écoute un jour ce podcast, ton petit Nao, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Alors mon petit Nao, un petit garçon très sensible, je le remercie du fond du cœur parce que grâce à lui, enfin grâce à toi j'ai envie de lui dire, parce s'il m'écoute, tu m'as fait grandir à tout point de vue au niveau émotionnel, en tant que femme, en tant que maman aussi. T'as été un soutien énorme parce que malgré tout le stress que j'ai pu avoir, t'avais toujours ce petit sourire. Et depuis le début de mon aventure en tant que Nathalie la graine gourmande, tu arrêtes pas de me répéter au quotidien « Maman, tout va bien se passer et tu fais les meilleurs gâteaux au monde ». Et rien que ça, je te remercie pour ça parce que ça me donne une force incroyable de continuer. Quelle force nous donne quand même ces petits bouts.
Nathalie, je te remercie énormément pour cet échange où tu as été très transparente et je pense que ça va parler à pas mal de personnes et c'est bien le but de ce podcast aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux ? Ta page, c'est... Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur La Graine Gourmande, tout attaché. Également sur mon site internet, lagrainegourmande.fr. Et voilà. Et vous allez aussi bientôt me retrouver sur les marchés de la Napoule cet été à Mandelieu, où je serai tous les mercredis soirs en nocturne. Donc n'hésitez pas à venir me rencontrer. Merci encore. Belle et longue vie à tous tes beaux projets qui, j'en suis sûre, auront une belle longévité. En tout cas, merci pour toute cette franchise, cette transparence. Et puis je vous souhaite beaucoup de bonheur pour toi et toute ta petite famille. Cet épisode touche à sa fin. Je remercie encore chaleureusement Nathalie pour s'être livrée à mon micro avec autant de transparence et de sincérité. Si cet épisode vous a parlé, si vous êtes reconnu ou si vous avez juste envie d'en parler à une amie, n'hésitez pas à le partager. Et surtout pour nous donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute, sur Instagram et surtout à nous laisser des petits commentaires ou des petites étoiles. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Je vous embrasse, à bientôt.